Alors, avant de remonter le temps et de partir des causes historiques de cet affrontement qui a lieu aujourd'hui en Ukraine, je tiens pour la clarté de l'exposé à préciser que tout à l'heure, enfin dans ma vidéo précédente, j'ai évoqué la guerre qui n'avait pas commencé en réalité le 24 février 2022, mais qui avait commencé en février 2014. Cette guerre, en fait, commençait dès le mois d'avril 2014, est en réalité consécutive à un putsch organisé par l'extrême droite néo-nazie, alliée aux autres partis qui étaient tous pro-européens, alliés à des services secrets, et a consisté à créer un chaos à Kiev qui a permis de chasser le président démocratiquement élu mais jugé pro-russe et à finalement prendre le pouvoir en menaçant ce président, Yanukovych, et sa famille de mort. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, parce qu'on dit et redit que l'affrontement qui aurait lieu aujourd'hui en Ukraine est celui des démocraties contre les autocraties. En réalité, c'est par les moyens d'une grande perversité que les Occidentaux ont réussi à s'emparer du pouvoir. Je rappelle dans mon livre les preuves que l'on a de cette prise du pouvoir particulièrement cruelle d'ailleurs et encore une fois perverse, c'est que certains groupes, un groupe de tireurs a abattu de sang-froid les manifestants pro-occidentaux. 86 personnes sont mortes, des centaines de blessés, pour faire croire que c'était les forces du président qu'on voulait évincer qui étaient coupables de ces décès, de ces blessures par centaines, et ainsi le chasser du pouvoir. Donc c'est une méthode qui a d'ailleurs toute si je puis dire, c'est une tradition qui remonte à la Deuxième Guerre mondiale, à son origine, qui est nazie. C'est-à-dire que les Allemands ont effectivement, le 31 août 1939, fait croire aux Allemands que les Polonais s'étaient attaqués à un émetteur radio et que c'était la raison pour laquelle il fallait envahir la Pologne. Voilà. Donc c'est le genre de provocation dans la plus pure tradition nazie qui a été encore une fois utilisée à Kiev par les Occidentaux alliés aux néo-nazis pour abattre des manifestants pro-occidentaux et ainsi justifier l'éviction du pouvoir d'un président élu démocratiquement. Je reviendrai dans une autre vidéo sur sur cet événement et ce qui l'a précédé, c'est-à-dire des négociations économico-commerciales entre l'Union européenne et l'Ukraine, qui était alors dirigée par un président, c'était le président Yanukovych, démocratiquement élu, et dont dans un scrutin incontestable. Bon, alors, revenons, si vous voulez, maintenant à la question de l'OTAN. Je crois, pour dire les choses très simplement, que si aujourd'hui les autorités qui viennent et les Occidentaux disaient publiquement qu'il n'est plus question d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, la guerre s'arrêterait immédiatement. Cette guerre fait des centaines de milliers de morts pour que les Américains et l'OTAN installent ces missiles aux portes de la Russie. C'est la seule et unique raison, en fait. Et pour cette raison, environ 500 000 Ukrainiens sont morts, des dizaines de milliers de Russes, et on ne voit pas exactement la fin de ce conflit. On ne sait pas dans quelle direction il va finalement bifurquer. Vers plus de guerre encore, vers moins de guerre, vers une espèce de désescalade. Le régime qui est en place à Kiev ne donne pas cette impression-là. Mais revenons-en donc aux origines. Et de nombreux commentateurs critiques par rapport aux médias occidentaux, c'est difficile de pas l'être, disons, comme je pense à Jeffrey Sachs, qui est un personnage qui m'est très sympathique, je le connais pas personnellement, je l'écoute, et qui est un ancien conseiller économique de Gorbatchev et de Yeltsin, qui est un haut fonctionnaire de l'ONU aujourd'hui, etc., ou qu'il a été récemment, je suis pas sûr qu'il le soit encore.
peu importe, il intervient beaucoup dans les médias, il a une carrière assez prestigieuse, et quand il explique le conflit, il en arrive toujours à la question 1989, c'est-à-dire la chute du mur. Donc, la question qui se pose, et je la poserai de la manière suivante, est-ce que véritablement les Occidentaux ont, oui ou non, échangé en quelque sorte la réunification de l'Allemagne contre la promesse faite aux Soviétiques, puisque c'est encore l'Union soviétique, de ne pas étendre l'OTAN à l'Est? Alors, réponse, oui, ils l'ont promis, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est assez connu maintenant. Bon, c'est par contre absolument pas dit dans les médias. Non seulement ce n'est pas dit, mais on avance exactement le contraire. Jens Stoltenberg, pardon, qui est le chef de l'OTAN, a publiquement dit qu'il n'y avait jamais eu de pareille promesse, qui est un mensonge éhonté, encore une fois, et bien sûr, auquel les médias du système ont donné le plus grand écho. Bref, passons. Donc, effectivement, cet accord a eu lieu entre l'URSS et les Occidentaux. Ce ne sont pas des sous-fifres qui l'ont dit, hein, c'est pas des sous-fifres qui ont fait des promesses, ce sont les plus grands hommes d'État ou femmes d'État, parce qu'il y avait Margaret Thatcher dans le lot, qui ont effectivement assuré aux Soviétiques qu'il n'y aurait pas d'expansion à l'est de l'OTAN. Même le secrétaire d'État américain, James Baker, a dit qu'il n'y en aurait pas au-delà de l'Elbe, qui est un fleuve qui passe à l'ouest de la frontière germano-polonaise. Donc les engagements sont là, ils sont connus, il n'y a pas eu de traité, mais il y a eu des engagements écrits, des comptes rendus de réunions, et puis des documents déclassifiés que l'université de George Washington, qui est sise à quelques centaines de mètres de la Maison Blanche, a daigné révéler. Donc toutes les sources sont là, tous les engagements sont sous nos yeux, et ils sont tous d'origine occidentale. Donc c'est quand même un petit peu gênant. Mais le fait est que on a promis à l'URSS, qui existait encore, de ne pas étendre l'OTAN à l'Est. Et on s'est même engagé publiquement à ne pas intégrer la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, etc. dans l'OTAN. Tout cela est public, en fait, maintenant, aujourd'hui, même si nos médias ne l'évoquent guère. Alors, est-ce véritablement l'arnaque du siècle? Oui, c'est ce que je dis, c'est l'arnaque du siècle. Il n'y a pas. Alors, pour prendre la mesure de cette arnaque, je crois qu'il faut bien se remettre dans les conditions de l'époque. C'est-à-dire que l'Allemagne réunifiée, en 90 officiellement, mais réunifiée pratiquement de fait à partir de la chute du mur, elle accède en quelque sorte à son unité, une unité dont elle est privée depuis très longtemps, depuis 45 en tout cas. Bon, et ce qui est important avec cette réunification, elle est la quatrième des dates qui pourraient résumer l'histoire allemande. La première, c'est la chute du Deuxième Reich en 1918, la chute de l'Allemagne. Ensuite, en 1933, c'est la nomination de Hitler par Hindenburg, et donc son arrivée au pouvoir comme chancelier. Hein, ce n'est pas une élection qui a mis Hitler au pouvoir, contrairement à ce que disent certains, c'est effectivement une nomination par le président Hindenburg. Ensuite, troisième date, 1945, chute du Troisième Reich. Si on devait rajouter une date, évidemment, à cette série de trois dates, ce serait bien sûr 89-90, réunification de l'Allemagne. La réunification de l'Allemagne, c'est un événement extrêmement important pour les Allemands, bien sûr, puisque l'Allemagne, la RFA, l'ancienne Allemagne de l'Ouest, se voit agrandie de 100 000 km², de 17 millions d'habitants, etc. C'est donc un renforcement très net de la puissance allemande, renforcement d'autant plus grand que la puissance allemande, dans les années qui vont suivre, s'étend économiquement à l'ensemble de l'ancien glacis soviétique. C'est-à-dire que tous ces pays, Pologne, Hongrie, etc., sont sous influence économique
de l'Allemagne, même si elle reste, bon, Hongrie exceptée, sous l'influence géopolitique des États-Unis. Donc c'est un renforcement considérable de, de, la, de la puissance allemande, mais aussi, d'une manière générale, du camp occidental. Alors, autre événement extrêmement important, c'est non seulement la réunification et en plus donc, la conquête de l'Hinterland économique de l'Allemagne, mais c'est le retrait de l'ensemble des troupes soviétiques qui occupaient depuis 1945 ces pays. Donc, quand on parle de la réunification, il faut avoir aussi cet élément en tête. Et cet élément en tête nous renvoie encore une fois à l'importance de, de ce deal qui a eu lieu entre les Occidentaux et l'URSS à l'époque. C'est-à-dire, on mesure ce que les Occidentaux, plutôt, pardon, la Russie a accepté à ce qui s'est passé à ce moment-là. Parce que certains commentateurs ou essayistes disent oui, enfin, c'est pas très important, des promesses, l'histoire avance, et puis les promesses, on les oublie, etc. Elles changent, les circonstances changent. Ça, j'ai pu le lire à plusieurs reprises. Oui, peut-être les circonstances changent, mais il y a des circonstances qui n'ont pas changé. C'est la réunification de l'Allemagne, le retrait des troupes soviétiques de l'ensemble des pays de l'Est que cette armée occupait, et ensuite le renforcement économique de l'Allemagne. Ce n'est pas des données sur lesquelles les Occidentaux sont revenus. Ce sont des faits géopolitiques qui correspondent à un basculement considérable dans l'histoire européenne. Donc, on peut comprendre les Soviétiques, puis ensuite les Russes, quand ils voient l'ensemble des pays où l'armée soviétique était présente et qu'elle occupait, adhérer à l'OTAN. Bon, alors, deuxième événement considérable, après la réunification allemande, c'est l'effondrement de l'État soviétique. Un effondrement qui a été voulu par les soviétiques, c'est-à-dire que les dirigeants soviétiques décident de mettre fin à l'Empire soviétique, qui était lui-même le prolongement historique de l'Empire russe, empire qui existait depuis à peu près l'an 1000. C'est donc un empire de 1000 ans que les soviétiques ont eux-mêmes accepté de dissoudre. Alors ça a des implications considérables. Ça correspond à un affaiblissement volontaire de la puissance russe. C'est-à-dire que la frontière soviétique ou ex-soviétique recule de 1000 km à l'ouest et sur l'ensemble des États qui constituent la Fédération soviétique, 14 font sécession avec l'accord de Moscou. Hein. Tous ces États deviennent indépendants, hein, de l'Asie centrale jusqu'à l'Europe, avec l'Ukraine, les États baltes, etc. Donc ça fait, c'est une perte objective de territoire et aussi de population. Il y avait 300 millions d'habitants environ dans l'Union soviétique, il en reste 150 millions dans la Fédération de Russie. Bon, donc a priori, ce ne sont pas des circonstances et puis même des intentions politiques qui illustrent je ne sais quelle volonté conquérante ou je ne sais quel état d'esprit agressif. Et néanmoins, c'est dans les années 90, donc l'Union soviétique prend fin le 25 décembre 1991, c'est néanmoins dans les années suivantes que l'on voit les États est-européens devenir des places fortes de l'OTAN. Mais il y a un autre élément, encore plus important, je crois, de ce que j'ai appelé une arnaque, c'est le fait que, après avoir incorporé les États est-européens dans l'OTAN, les autorités américaines, ou tout au moins les éléments les plus extrémistes des autorités américaines, ont voulu incorporer des États qui appartenaient à l'Union soviétique, appartenaient entre guillemets. Bon. Et donc l'Ukraine et la Géorgie ont été les cibles des États-Unis, c'est-à-dire les incorporer dans l'OTAN. Donc je crois que pour comprendre ce qui se passe
ou ce qui s'est passé et se passe encore aujourd'hui dans la tête des dirigeants russes, il faut se mettre un petit peu à leur place. Et je propose évidemment un scénario qui a déjà été plus ou moins proposé ici ou là et à juste titre, c'est qu'est-ce qui se passerait si, bien sûr, cela a été beaucoup dit, si une organisation militaire dominée par la Chine et la Russie incorporait, si je puis dire, le Mexique. Qu'est-ce qui se passerait si cette alliance militaire sino-russe installait ses missiles à la frontière du Mexique? Et si les États-Unis s'effondraient, et que par exemple le Texas proclame son indépendance, et que l'alliance sino-soviétique cherche à incorporer le Texas, comment réagirait Washington? Donc ça, évidemment, c'est des questions qu'on ne pose pas parce qu'on ne cherche jamais à se mettre à la place de l'autre dans cette affaire, et en particulier quand on écoute nos médias. Le problème, c'est que nos médias, qui distillent une espèce de venin russophobe, reflètent l'état d'esprit de nos dirigeants, ceux qui engagent la parole de la France, ceux qui éventuellement vont décider de la paix ou de la guerre, ceux qui vont envoyer nos gars, comme disait le président Macron, sur le front. Donc c'est très très important de juger de ces événements à la lumière du qu'est-ce qui se passerait si c'était pas les États-Unis, si c'était pas la Russie se trouvant dans cette situation, mais les États-Unis. Bon, on connaît d'avance la réponse, je crois. Donc, c'est cette expansion de l'OTAN, qui est une expansion complètement folle, qui est en cause, notamment dans cette affaire de guerre en Ukraine, puisqu'il est question depuis le début des années 2000 d'incorporer l'Ukraine dans l'OTAN. Alors, évidemment, ces questions ne sont pas tellement évoquées par nos médias, on comprend pourquoi, ils sont tous sous contrôle atlantiste. Bon, comme dirait l'autre, ils n'ont pas besoin du ministère de l'Information, parce que finalement, le ministère de l'Information est dans les têtes. C'est ce que disait Michel Onfray une fois. C'est des gens qui savent très bien ce qu'il faut dire et surtout ce qu'il ne faut pas dire. Donc, ils se taisent sur des questions essentielles. Et notamment sur le fait que cette expansion de l'OTAN a été jugée folle par des hauts personnages de l'establishment de Washington. Hein. Donc, et pas les moindres. Par exemple, on peut bien sûr citer Brzezinski, qui était un anti-russe qu'on peut appeler fanatique. Il l'a montré à plusieurs reprises, et qui néanmoins, à la fin de sa vie, en 2015, il est mort en 2017, a affirmé que la meilleure solution pour l'Ukraine était de devenir un État neutre. Ce n'est pas une solution qui met l'Ukraine en situation de vulnérabilité par rapport à la Russie, la neutralité. Je rappelle, avant de revenir aux autres personnages de l'establishment washingtonien, je rappelle que la Finlande, qui avait participé aux côtés du Troisième Reich à l'attaque de l'Union soviétique en 1941 et les années suivantes, qui avait participé au siège de Leningrad où des centaines de milliers, près d'un million de morts de faim, hein, cet État, la Finlande, a bénéficié jusqu'à une date très récente d'un statut de neutralité et n'était en rien menacé par la Russie, ni même par la Russie de Staline. C'est Staline qui a accordé ce statut de neutralité et qui l'a respecté. Je rappelle encore qu'un statut de neutralité avait été aussi le fait de l'Autriche. Elle est restée neutre, elle n'a jamais été menacée du temps de l'Empire soviétique et ni même d'ailleurs du temps de Staline qui est mort en 1953. Donc un statut de neutralité, en réalité, protège. Une incorporation, une perspective d'intégration dans l'OTAN ne protège pas les États qui adhèrent, qui sont dans l'OTAN, en l'occurrence l'Ukraine, et ce qui est plus grave, c'est qu'elle menace la Russie. C'est-à-dire ou plutôt il menace la Russie. Ce statut d'État faisant partie de l'alliance militaire américaine est incontestablement une menace pour la Russie. Je rappelle à ce propos que les États-Unis sont sortis de différents traités qui participaient, disons, de la sécurité internationale. Je pense au traité sur les armes nucléaires disons, de théâtre, et au traité
limitant les missiles antibalistiques. Et en fait, ils sont sortis de ces traités pour installer leurs missiles en Roumanie et en Pologne, mettant la Russie dans la même situation que celle qu'avaient connue les États-Unis en 1962 lors de la crise de Cuba. Les États-Unis n'avaient pas toléré l'installation de missiles à 150 ou 200 km de leur côte, à Cuba. Néanmoins, aujourd'hui, 60 ans plus tard à peu près, les États-Unis mettent la Russie dans une situation que ces mêmes États-Unis avaient refusée en 1962. Alors, voilà, ce qui, en fait, inquiète la Russie, c'est surtout ce que les pays incorporés dans l'OTAN font de cette incorporation dans l'OTAN. Au fond, qu'un État dise, voilà, si je suis attaqué, je ferai appel à l'OTAN, n'a pas posé de problème aux Russes. Sauf que c'était une violation de la promesse faite aux Russes par les Occidentaux. Mais au fond, c'est pas ça vraiment qui les dérangeait. Et d'ailleurs, ils ont peu réagi à l'incorporation des États baltes, par exemple, dans l'OTAN, ou de la Pologne, la Hongrie et la République tchèque en 1999. Ils n'ont pas vraiment beaucoup réagi, mais ce qui les a fait réagir, c'est ce que les États-Unis, plus exactement, font de l'incorporation des États dans l'OTAN, de ce pouvoir qu'ils ont sur les États qu'ils incorporent dans l'OTAN, c'est-à-dire installer des missiles. Voilà. Donc, revenons aux hommes d'État américains qui se sont exprimés sur la question. Je parlais de Brzezinski, il y a eu aussi Robert Gates, qui a été le chef de la CIA, qui a été 2 fois chef du Pentagone, donc ministre de la Défense, et sous Bush, le fils, et sous Obama. Il y a William Perry, il y a beaucoup de gens qui se sont exprimés contre cette expansion illimitée de l'OTAN aux anciennes républiques soviétiques. Cela amène à la question, qui est fou dans cette affaire? Où est la folie? Parce qu'on a beaucoup représenté Vladimir Poutine comme une sorte de malade dans les sous-sols du Kremlin, décidant seul d'une politique non moins folle, etc. La question quand même se pose, et plutôt à l'inverse, est-ce que ce ne sont pas les États-Unis qui sont devenus fous? Ou tout au moins un certain nombre de dirigeants. À en juger par les propos tenus par ces Américains de haut rang contre cette expansion de l'OTAN, oui, on a véritablement l'impression que quelque chose ne va pas. Et je cite simplement Robert Gates, l'ancien chef de la CIA et qui a été 2 fois ministre de la Défense, qui dit l'incorporation de l'Ukraine et de la Géorgie, une provocation particulièrement monumentale. Donc là, nous avons encore une fois, avec cette question de l'expansion de l'OTAN, donc le viol d'engagements qui n'ont pas été consignés dans un traité, mais qui ont bel et bien eu lieu, qui ont été consignés dans des rapports, des comptes rendus de réunions qui sont confirmés par des propos tenus par les plus hauts rangs au niveau de l'OTAN, en Grande-Bretagne, en France, Margaret Thatcher, John Major, François Mitterrand, Roland Dumas, Helmut Kohl, Hans-Dietrich Genscher, ministre des Affaires étrangères d'Allemagne, Wilfried Wörner, qui était le chef de l'OTAN à l'époque, tous ont dit non, il n'y aura pas d'expansion de l'OTAN. Donc, nous sommes aujourd'hui face à une politique tout à fait folle qui a toujours aujourd'hui pour but l'incorporation de l'Ukraine dans l'OTAN au prix de la mort de centaines de milliers de gens. Voilà. Ils ne veulent pas céder là-dessus, et ce n'est pas pour le bien des Ukrainiens.